Bonjour, professeur Martin Zizi. Alors, Bonjour. vous êtes médecin, ancien chef de division épidémiologie et biostatistique de la Défense et ancien professeur de neurophysiologie. Vous avez des publications revues par les pairs dans 3 domaines scientifiques différents, à savoir la médecine, l'épidémiologie moléculaire et la physique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on parle beaucoup. Dites-nous un petit peu d'abord qu'est-ce qu'on sait sur le virus, ce Ah fameux là virus là là dommage. là là là. Question bien vaste, cher ami. Je l'appelle la raviole de Ouistiti pour me moquer un peu d'elle, parce que oui, c'est une maladie. On trouve principalement ça dans les forêts équatoriales africaines. On peut la transférer à l'homme. C'est une zoonose, évidemment. Donc, c'est un virus qui vit chez les animaux et qui peut passer chez nous par morsure, que ce soit de simiesque ou par les rongeurs. Parce que quand on dit variole du singe, en fait, on peut aussi l'attraper via des rats. Et il se fait qu'il y a deux clades. Les clades, c'est deux familles différentes de ce même virus. C'est dans l'Afrique équatoriale, il y a un clade à l'ouest et il y a un clade à l'est. Donc pour la raviole, pour la variole du singe, monkeypox, du clade ouest, on a en fait 0% de mortalité. Que ce soit clair, c'est une maladie, oui, ça donne des vésicules un peu comme une. C'est pas la varicelle, mais ça donne le même type de symptômes que la varicelle. C'est pas la variole, hein, il faut bien être clair avec tout ça. Et il y a zéro mortalité, il y a juste une morbidité, ben, ça gratte, ça fait des problèmes, on peut s'infecter. À côté de ça, il y a le clade, l'autre famille à l'est, toujours équatoriale en Afrique, qui donne entre 7 et 10 de morbidité ou de mortalité. Je mélange les deux parce que tout le monde ne meurt pas dans ces 10%. Ça dépend si on est pris en charge, ça dépend comment on est pris en charge. Il y a plein de choses et donc on ne peut pas dire qu'il y a 10% de mortalité. Il y a une morbidité et une mortalité qui dépend de l'environnement de prise en charge médicale, mais ça peut être conséquent parce que si on ne fait rien, on a 10% de mortalité. C'est un virus de la famille Pox, ça veut dire que c'est d'une famille des virus de la variole. Ce n'est pas la variole humaine, mais il faut savoir que ces virus sont les champions de l'échange génétique entre eux. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils évoluent. Elles ne se transmettent pas facilement du tout. Et ça, c'est ce qui me choque le plus dans ces déclarations de l'OMS. C'est un virus sanguin. Et donc, pour passer d'un individu à l'autre, il faut un échange de sang. Ça peut aussi être via les pustules, qui contiennent beaucoup de virus morts, mais qui contiennent aussi des virus vivants, en plus des globules blancs et du pus. Ça peut être aussi par les fluides corporels tels que le sperme, tels que la sueur, pas, mais on pourrait dire la salive qui a plus de volume que les larmes. Mais donc, il faut un contact physique étroit et répété pour être malade. Et il y a en plus quelque chose que personne ne dit, et là j'en veux beaucoup aux médias, ça se transmet très fort par les vêtements et la literie. Pourquoi? Imaginons que je sois malade, j'infecte mes vêtements, le virus se protège et survit quelques heures ou quelques jours dans les vêtements, les couvertures, la literie. Et donc si on ne lave pas, on peut transmettre de cette manière-là. Par contre, je veux être clair, et on en reparlera, il n'y a pas de transmission aérogène, et j'expliquerai pourquoi en détail. Donc, en gros, c'est un virus embêtant, c'est un virus qui peut être dangereux, mais qui ne l'est pas. En 2022, on a eu une alerte déjà, l'OMS s'était excité, aucun mort, et c'était le clade de l'Afrique équatoriale de l'Ouest, ça veut dire celui qui fait zéro victime, mais on nous a quand même, si je peux être vulgaire, cassé les couilles avec. Et donc, voilà où on en est. Je voudrais ajouter une remarque un peu piquante, parce que quand je suis énervé, j'ai de l'humour méchant. Et j'ai vu que mon collègue Van Ranst, en 2022, disait oui, mais et le virus a changé, c'est devenu une MST. OK. Et ils refont le coup de ces jours-ci en essayant d'instrumentaliser la communauté gay. Parce que, évidemment, on a vu ça en Afrique. 42% des gens en Afrique qui ont rapporté les quelques centaines de cas là, ces derniers mois étaient gays, dont la moitié HIV positif. Donc, c'est en plus quelque chose de très compliqué. Mais il se fait que je vais depuis quand? Si je mets au lit, je vais être vulgaire, je baise un patient Ebola, c'est sûr que je vais attraper Ebola. Il n'y a aucun homme sensé ou femme sensée sur cette planète qui va oser me dire que Ebola est une MST. C'est dire le niveau d'un Mark Van Rans dans sa dialectique de fou et mensongère. Et je l'ai dit parce qu'il faut que les gens comprennent. Un virus sanguin peut se transmettre par des relations sexuelles, comme l'hépatite. Ok. Et donc, ce virus peut se transmettre comme ça aussi. Et malheureusement, les premières victimes en ont été la communauté gay, principalement en Afrique. Voilà, j'ai dit ce que je voulais sur ce qu'est-ce que ce virus. OK.
Donc il y a bien 2 virus quand même relativement différents. Il y en a un qui n'est pas très grave et l'autre C'est qui le même virus, mais qui a 2 membres de famille. Il y a une famille, une partie de la famille qui est gentille, une partie de la famille qui est méchante. et quel, donc quand on parle, de la variole du singe, actuellement en Europe, est-ce qu'il y a déjà des cas et si oui, lequel? C'est même surprenant. En 2022, on avait des cas du premier clade qui n'est pas dangereux. Maintenant, on prétend qu'on a un ou deux cas ici et là parce qu'on n'a pas de cas. En France, par exemple, ils ont ouvert 220 ou 222 centres de vaccination. Il y a encore zéro cas. Je crois qu'on parle d'un cas en Belgique, il y en a un évidencé en Suède. C'est pas un virus qui se transmet facilement. Et ça, c'est une autre remarque que je voudrais faire comprendre au public. Si on se met à avoir des milliers de cas, il y a une entourloupe. C'est pas Mmh. possible. Ce virus se transmet, je viens de le dire, principalement par le sang, les vésicules, les contacts très rapprochés, les relations intimes ou la literie. Je crois que nous sommes assez propres en Europe pour laver pour pas échanger nos vêtements comme ça sur Mmh. base journalière, etc. Donc, ça veut dire que s'il y avait vraiment une flambée de cas, pour moi, ça serait un signe très indicatif. Et je suis un ancien bioweaponeer. Ça a été mon Mmh. métier pendant 30 ans à la défense, de m'occuper de l'armement biologique. Ce serait un signe très suspect d'un release volontaire. Alors, comment on fait pour transférer ça? Les contacts rapprochés. Ça veut dire que, bon, on pourrait faire des aérosols, aller dans des gares ou des trucs du genre. Et je ne sais pas, je raconte n'importe quoi ici, j'en ai pas la preuve. Mais pour moi, l'indice indirect d'un release volontaire fait par des gens mal intentionnés serait d'avoir des milliers de cas. C'est pas possible avec un virus de ce genre-là. Donc ce que vous dites, c'est que la transmission n'est pas assez, Facile. performante pour tout à coup qu'il y ait une forme d'épidémie. S'il y a tout Voilà. à coup une épidémie, ça voudrait dire qu'il y a un acte On les volontaire. a aidés. Ça veut dire qu'il D'accord, y a eu la main de l'homme, il y a mis le pied, elle a aidé. C'est ce que je d'accord. crois intimement. OK. Et d'ailleurs, si ça devait se passer, je montrerai au créneau contre les gouvernements parce qu'à un moment, il faut arrêter les bêtises. Mmh. Donc voilà. Maintenant, je n'ai pas la preuve de ça. J'ai juste un argument intellectuel pour dire ce virus ne se transmet pas facilement et pas vite. Donc si on devait avoir une flambée de cas, on va nous dire oui, mais il y a un gain de fonction. Oui, mais il a modifié. Et là, je voudrais encore préciser un point sur ce gain de fonction, cette modification. On peut, dans les gains de fonction, changer un peu un gène ou deux d'un virus. Ça veut dire on l'améliore son lien à un récepteur naturel dans nos poumons, comme ça a été fait pour SARS, etc. Mais on ne peut pas faire passer un chat pour un poulet. Il faut savoir que dans les germes, ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent qu'ils sont génétiquement très proches. Faire d'un virus sanguin un virus aérogène, ça nécessite de changer tout son cycle de vie et c'est des dizaines de gènes qu'il faut modifier. Mmh. C'est pas fait en quelques mois, c'est pas fait avec un gain de fonction. Pour être clair, j'ai pris un exemple comme ça dans ma communication sur Internet, parce que les gens me posaient des questions. J'ai dit, écoutez, nous avons tous des germes appelés des coques. Nous avons des staphylocoques, des entérocoques, nous avons des gonocoques, nous avons des pneumocoques. C'est des coques qui se ressemblent, mais ils sont aussi différents génétiquement les uns des autres et des espèces différentes qu'un chat, d'un crocodile, ou d'un oiseau, ou d'un humain, ou d'un dinosaure. Donc, c'est des bêtes tout à fait différentes. Donc, un Mmh. virus sanguin, monkeypox, ne peut pas devenir un monkeypox aérogène par la grâce de Dieu ou par un miracle en quelques mois ou quelques années de recherche. C'est une autre espèce et il faudra changer son cycle de vie. C'est Mmh. faisable, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup, beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Donc D'accord. voilà pourquoi je Donc ne suis aussi pas aussi un éventuellement la grand moelle de l'homme. friand de la théorie du gain de fonction. Non, si jamais il y avait, je crois, flambé, comme je maintiens ce que je dis, c'est que la main de l'homme l'aide. OK, et alors est-ce qu'on parle aussi de tests PCR pour, éventuellement, Oui, oui, alors identifier? là, il y a un autre problème qui se pose. Euh, En général, la PCR est un outil de diagnostic confirmatoire, confirmation. C'est-à-dire, je suis médecin, je vois un patient qui est malade, je dis c'est une grippe, c'est un rhume, c'est un SARS. Je peux faire un test de PCR sur base de symptômes cliniques. Mais, et alors, on a une certaine valeur d'amplification, un certain nombre de cycles. Quelqu'un de malade va avoir, c'est un CT, c'est des mots barbares, mais un CT, par exemple, en 8, 12, 13. Quelqu'un qui n'est pas très malade, mais qui est peut-être porteur et qui pourrait contaminer, va avoir un CT à 20, 21, 22. Mais si on va à la pêche épidémiologique, on ne peut pas utiliser des PCR. Parce que si on va sans arrêt à mouliner la PCR et à amplifier de plus en plus par des cycles, on finit tous par être positif avec n'importe quoi. Ça a été le gros scandale des cas SARS, quand les patients qui étaient positifs par PCR et cliniquement atteints et malades et donc contagieux auraient dû avoir des CT entre 8 et 20.
On avait des CT, donc cette sorte de calibration qu'on met dans les machines PCR. On avait des CT, pour les plus bas, ils étaient à 22, 23, et on a été jusqu'à 38. Je vais rigoler, ça va choquer les gens, mais à 38, on amplifie même les clinches de porte. Il faut arrêter. Donc la PCR n'est pas un outil de diagnostic phishing trip, c'est un outil, et je l'ai dit depuis 2020, c'est un outil puissant de confirmation diagnostique ou de tracing génétique. Ce n'est pas la même chose. Par contre, encore une fois, on utilise des PCR sans doute à mauvais escient, parce que j'ai vu que l'infâme docteur Drosten en Allemagne, l'homme des PCR du SARS, est revenu avec ses PCR de son côté-ci. Et donc, on peut générer des faux malades, parce qu'on aura des cas. Une épidémie de cas sans symptômes cliniques n'est pas une épidémie de malades. Et surtout, a fortiori, dans un virus qui ne se transmet pas facilement. Mais on pourrait créer une panique en disant « Oh, il y a plein de positifs, il y a plein de positifs », sur base d'un mauvais setting, sur une base de mauvaise calibration PCR. Et il y a un autre concept que je dois expliquer à nos auditeurs, c'est la notion de seuil d'infectivité. Si j'ai un virus par mètre cube ou même par millilitre, je ne tombe pas malade. Par exemple, pour l'hépatite, il faut 10 particules virales pour tomber malade, par unité de volume. Pour HIV, il faut 10 000. Ce n'est pas la même chose. Pour SARS, il fallait 1 million par millilitre. Waouh! Ça veut dire qu'il fallait des PCR en dessous de 20 en CT. Pour le monkeypox, il faut entre 3 700 et 4 000 particules. Donc, ça veut dire que même un contact sur une vésicule a peu de chances de vous rendre malade. Par contre, si vous échangez des vêtements ou dormez dans le même lit, vous aurez beaucoup plus de virus et là, vous avez une chance. Vous comprenez, il y a ce seuil. On n'est pas malade avec une particule virale, on n'est pas malade avec 10, ça dépend de l'espèce. Et c'est ce seuil qui a été nié par l'utilisation des PCR, parce qu'on n'a jamais fait la relation entre le seuil nécessaire du nombre de particules, donc nombre de copies d'ADN pour être malade, et ce qu'on mesure dans le test. Donc moi je crois que, et ça a été confirmé, il y a 2 papiers, dont un bien fait, sur le nombre de particules de Mpox, c'est un papier assez récent, qu'il faut pour être malade. Ils ont fait la corrélation entre les données PCR et les données cliniques, et surtout les données de culture cellulaire, on met des virus 1, 10, 20, 100, 1000, 10 000, 1 million par millilitre, et on regarde si les cellules s'infectent ou pas, les cellules qui sont censées être infectables par le virus, par exemple. Donc, en gros, c'est solide, mais ça a une conséquence comique pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est la transmission par moustique. J'ai lu tout et n'importe quoi sur Internet, sur X et ailleurs. Ouais, c'est la fin du monde, moustique, etc. Il y a même des gens, certains sont de culture scientifique, qui disent « Oui, mais si un moustique va prendre une pustule, il peut m'infecter. » Il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de rêver. C'est le volume de la trompe de moustique qui nous limite. Bon, moustique femelle, la maman prend, elle peut prendre 1 ou 2 microlitres de sang. Oui, mais c'est dans son tube digestif, c'est pas dans sa trompe. La trompe n'a pas 1 ou 2 microlitres de volume. Et qu'est-ce qui se passe dans la trompe du moustique? C'est qu'on sait mettre beaucoup plus que 4 capsides virales de l'hépatite. C'est pour ça que l'hépatite est transmissible par le moustique. Il y a d'autres maladies comme ça. Par exemple, avec le plasmodium, donc c'est la malaria. Quand un moustique pique, il peut injecter jusqu'à 200 plasmodium, donc 200 petits parasites. Et donc, on revient à la notion de seuil tout à l'heure, donc du nombre de particules. On revient à la notion de seuil, mais cette fois-ci le seuil donné par le moustique. C'est oui, aussi un seuil. Et donc, la malaria, il y a des maladies comme la fièvre jaune, chikungunya, c'est transmissible par moustique parce que la mécanique de succion et d'injection du corps de la femelle moustique permet le transfert d'assez de particules au-dessus du seuil qui nous font risquer une maladie. Bon, je vous ai dit, l'hépatite étant vraiment un des virus les plus infectieux sur Terre, mais par le moustique, on a la fièvre jaune, chikungunya, on a la malaria, il y en a plein d'autres. Mais il y en a certains qui sont intransmissibles par le moustique, et on a le recul. Au début des années 80, on avait posé la question pour l'HIV, et il y avait une littérature scientifique intéressante qui avait étudié ça. L'HIV ne peut pas être transporté par les virus de moustique parce qu'il faut 10 000 particules d'un coup. Et donc, la pauvre petite femelle moustique ne sait pas injecter 10 000 particules lors d'une piqûre ou quand elle vient prendre votre sang. Pour le SARS, c'est 1 million. Moi, c'est encore pire. Ouais. Okay. Même si le volume global de tube digestif contient ça, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Et pour le Mpox,
On a changé le nom parce que c'était monkeypox, mais l'ONU et l'OMS n'aimaient pas parce que ça avait des relents un peu comiques, Raviole du Wistiti, ou bien ils pensaient au racisme éventuellement parce que ça sonnait trop africain, donc on l'a fait en Mpox, comme si ça changeait la nature du virus et sa géolocalisation. Mais donc, pour le Mpox, il faut 4000 particules, et encore une fois, c'est impossible par le moustique. Tout le monde le reconnaît, mais alors c'est marrant, ces dernières semaines, j'ai vu des points d'interrogation. Donc, si on regarde les sites d'il y a quelques semaines ou quelques mois, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, des gens disent on n'a pas la preuve. Ouais, OK. Refaire l'histoire sur Internet est très facile. Je rassure nos téléspectateurs, amis belges, étrangers ou quoi que ce soit, Mpox, monkeypox n'est pas transmissible par les piqûres de moustiques. Et il OK. faut savoir le dire et l'affirmer parce que c'est la vérité. OK. Alors, on va un petit peu parler aussi du vaccin parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des donc en France déjà, ils proposent de vacciner, il y a plus de 200 centres de vaccination qui ont été ouverts. Il y a toutes les firmes pharmaceutiques qui sont sur le coup, qui, visiblement font des gains, en termes de valorisation. Qu'est-ce Il n'y a qu'il en pas est de au petit niveau du vaccin? profit. Non. Ouais. Donc, en gros, pour le vaccin, là, il y a. Oui, vous ouvrez la boîte de Pandore encore une fois. D'abord, euh, si on On a est un là pour ça. clade d'Orient, si on a le clade qui n'est pas dangereux, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et on sait les reconnaître. Là, la PCR a un usage. On peut savoir si c'est le virus de droite ou le virus de gauche. Et donc, on pourrait aider les gens. Ça, ce serait un usage intelligent des PCR, au lieu de fabriquer des faux cas. Mmh. À côté de ça, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que on ne meurt pas uniquement du virus. J'ai dit au début de cette interview que, en fonction de la prise en charge, on avait morbidité et ou mortalité qui pourrait être importante. Si on considère que 7 à 10%, c'est pas rien, hein. Donc je ne minimise pas. Je ne veux pas dire c'est pas dangereux, mais si on n'est pas pris en charge, si on reste dans la brousse pendant 3 semaines, il est sûr qu'on va y rester, sauf si on est à côté d'un hôpital. Donc en gros, il y a thérapie possible. Et qu'est-ce qu'on donne quand on a des surinfections ou des croissances virales? On peut toujours se servir de l'ivermectine pour diminuer tous les virus parce que ça inhibe la synthèse des protéines et ça inhibe certaines entrées, donc ça permet de manière spécifique de diminuer beaucoup de choses. La chloroquine pourrait marcher aussi, mais elle est moins puissante. On pourrait aussi donner de l'azithromycine qui a deux effets contre les surinfections des pustules, donc elle fera partie du mix, un antibiotique, et surtout, les macrolides comme antibiotiques inhibent la synthèse de nos protéines si on les donne à une dose un peu supérieure. C'est un effet off-target. Donc l'azithro non seulement tue des germes, mais elle bloque notre synthèse des protéines et de facto, elle diminue les charges virales parce que les virus qui nous infectent doivent fabriquer du virus avec notre machinerie qui fabrique des protéines. Donc, si je bloque ma machinerie, j'ai moins de virus. Donc, il y a déjà une attitude pharmacologique de soutien et de mitigation, comme on dit en anglais, ça veut dire de thérapie. Maintenant, si on vient au vaccin, là, il y a quelque chose, il y a deux aspects à considérer. D'abord, on n'a pas pour le moment encore sur le marché immédiatement certifié et obtenable de vaccins contre Mpox. Mais c'était déjà en 2022 et maintenant ils en ont dans le pipeline et ils sont en phase de test ou de certification. Il y a 2 ou 3 firmes qui se sont mis sur les rangs et qui ont fait un produit magnifique ARN. Je dis à nos lecteurs et auditeurs qu'il ferait mieux de regarder le problème de la plateforme ARN, qui n'est pas une plateforme qui peut fonctionner chez l'homme. Elle est 20 ans trop tôt, mais c'est un autre débat ça. Mais si on revient au vaccin, donc, on a le choix entre le vaccin ARN qui fera la même casque avec SARS. Ça ne peut pas marcher, ce vaccin basé sur l'ARN, parce qu'on ne sait pas les cibler vers le type cellulaire qu'il faut. C'est déjà là un problème. On ne connaît pas la dose de l'antigène produit, donc on ne sait pas bien immuniser. Il y a certaines personnes chez qui ça marche, certaines personnes, il y a trop de produits synthétisés par l'ARN et donc on a des effets secondaires majeurs, voire même parfois des décès. La pharmacocinétique n'est pas connue et il y a plein d'autres problèmes, n'y revenons pas. Mais l'autre choix est encore plus dangereux. On a le vaccin anti-variole, variole humaine. Alors, la variole a été éradiquée dans les années 70. Il faut savoir que depuis 80, on a su la vaccination obligatoire. Vous, moi, tous les gens qui sont nés avant 1980, on a la scarification sur l'épaule parce qu'on a été scratché avec l'aiguille qui contenait le vaccin virus vivant atténué de la variole. Bon, ça veut dire que les gens qui sont nés avant 80 n'ont aucun bénéfice à avoir un nouveau vaccin. Ils sont déjà de facto, si on croit le gouvernement, je ne les crois pas, mais si on croit les officiels, ils sont déjà de facto protégés. Il y a une immunité croisée entre ces deux vaccins. Entre le vaccin de la variole humaine et la variole du singe, donc monkeypox, les anticorps le reconnaissent, donc on peut avoir une certaine protection. Elle n'est pas absolue, hein.
il y a 80%, je crois, d'homogénéité, ou non, d'homologie. Voilà. En gros, le La vaccin soit variole, marqué à 80%. c'est ce qu'on recevait quand on était petit, la cutie, là. Oui, oui, pas la cutie, c'est le scratch qu'on recevait la C'est ça. première année, les premiers mois de la vie. C'est une infection naturelle avec un virus défectif. Et c'est ça qui est important que je voudrais expliquer de manière claire pour nos téléspectateurs et auditeurs. Donc, avant 80, nous sommes tous protégés. Que faire après 80? Alors, j'ai été comique sur Internet, j'ai dit, tant que vous n'êtes pas en train de prendre des comportements à risque sexuels, etc., vous ne risquez rien. Mais en plus, vacciner les enfants pour un virus qui ne se transmet pas et facilement, pour un comportement à risque chez l'adulte, ça me paraît un peu léger. C'est pour répondre au ministre de la Santé en France et surtout à la décision du ministre démissionnaire Attal, qui ferait mieux de partir, mais qui continue de sévir, à ouvrir ses centres de vaccination. Maintenant, venons au vaccin humain. Ces deux virus, monkeypox et la variole humaine, donc smallpox, ont une homologie de génome à 96%. Ils se ressemblent. Ils sont différents, mais ils se ressemblent. Et la souche Ankara ou certaines souches défectives, vivantes, atténuées, utilisées dans le vaccin humain, qui créent une petite variole locale, cette souche ne sait pas se disséminer. Elle n'a pas les gènes de virulence qui sont nécessaires. Donc, on fait la scarification, on a quelques réactions autour du scratch de l'aiguille, et ça reste là, ça ne va pas ailleurs dans le corps, et c'est ça qui nous immunise parce que les globules blancs arrivent vers la scarification et sont stimulés par le vaccin vivant atténué, et on s'immunise pas mal. La variole a été éradiquée. Donc, avec l'aide de phénomènes sanitaires, etc. Mais le vaccin a un vrai effet immunitaire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'anticorps antivariole quand on donnait le vaccin antivariolique. Mais donc, ce virus vivant atténué ne peut pas se disperser. C'est bien. C'est le principe même d'un vaccin avec virus vivant. Il faut un clone non dangereux. Et ces trois gènes, je crois que c'est 3 ou 4, j'avais posté ça il y a 6 mois sur Internet, j'ai oublié si c'est 3 ou 4. Ces 3 ou 4 gènes qui sont déficients, monkeypox les a. Et lui, il peut se disperser par le sang. Il est parfaitement vital. Donc, quand on met le vaccin antivariole humaine chez un vrai patient monkeypox, supposons qu'en cas d'épidémie, il y ait des vrais patients monkeypox, même s'ils ont été provoqués par la main de l'homme qui a mis le pied et qui les a aidés. Il y a quand même des gens qui ont monkeypox encore. S'ils reçoivent le vaccin à ce moment-là, il y a un autre problème qui se passe. Comme les poxvirus sont les champions de la recombinaison, on peut échanger les cartes comme dans le jeu des 7 familles. Et qu'est-ce qu'on a? On a les gènes efficaces de transmissibilité que monkeypox possède, qui sont fournis au vaccin antivariolique smallpox, la variola, et on recrée la variole. Donc nous avons tous les éléments pour une recette à la Jurassic Park. Et je pèse mes mots. Les gens vont croire que je suis fou. Non, ça se passera parce que c'est statistique. Si un phénomène se passe une fois par million, Mais qu'on vaccine il beaucoup. suffit qu'il y ait 1 million de Mmh. rencontres entre le virus A et le virus B pour qu'ils se recombinent. Voilà, c'est statistique. Quand on va vacciner des milliers de gens, on aura des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards de rencontres. Donc, c'est une certitude. Donc, la meilleure manière de faire revenir la variole, qui avait quand même 23 à 30% de décès, c'est d'utiliser le vaccin antivariolique classique, qui est actuellement conseillé par nos génies à l'OMS, contre monkeypox. Et comme ça, tout le monde sera content, on aura une vraie catastrophe sanitaire. Donc si je comprends bien, le risque, c'est de recombiner, l'ancien vaccin avec la nouvelle souche, monkeypox, Avec c'est la juste? souche, c'est des virus différents, je veux être clair. D'accord, Ce n'est oui. pas le même virus, mais ils ont une homologie, pardon, je pense parfois en anglais, une homologie de génome à plus de 96%. Et ils ont une compatibilité absolue. Ça veut dire que le virus du vaccin de la variole humaine, qui est une autre espèce de variole, est défectif. C'est des mutations, soit qu'on a provoquées, soit qu'on a repérées, qui font qu'il n'est pas dangereux. Et donc, il se fait que ce virus est incapable de se disperser. Et il y a des gènes, de certaines kinases, il y a des enzymes comme ça dans le génome qui servent à un virus à passer d'une cellule à l'autre, à s'amplifier plus vite, à faire plus de copies par unité de volume et de temps. Et le virus monkeypox, lui, a sa machinerie intacte parce que c'est un virus vivant, il est en bonne santé, il n'est pas dangereux, mais il a la machinerie qui peut l'amplifier, qui peut le faire disperser au sein d'un individu dans le sang et sauter de cellule en cellule, et il peut donner sa machinerie et ses 3 ou 4 gènes au virus
atténué d'effectifs de variole du vaccin. Et donc, vous avez c'est comme si vous transférez le moteur euh, entre deux voitures. Vous avez une voiture qui n'est pas capable de rouler parce qu'il lui manque un moteur, et vous avez une autre modèle de voiture qui a le moteur. Vous transférez le moteur dans la première voiture va rouler très bien. Et donc, c'est ça qui se passe. La recombinaison génétique, les recombinaisons moléculaires, c'est soit des échanges de parties d'ADN, soit des transferts de gènes. Et ça se fait. Les monkeypox, enfin non, les virus de la famille pox sont les champions de la recombinaison moléculaire. Donc, on a le best in class pour les virus qui peuvent échanger du matériel génétique. On en met deux ensemble, on se coud bien dans le corps, on a l'échange, et puis voilà. Et puis on aura un jour des vrais cas de vraies varioles. Et en Parfois, fait, je me dis qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent. et est-ce que justement, ça ne pourrait pas être un argument pour justement imposer alors les vaccins ARN qui n'auraient pas ce problème-là? Oui, mais ils ont les 5 autres problèmes. Bien Vous entendu. savez, Il y a, damn il y a- if il you y a- do, damn if you don't. Hum, Je vous ai dit que le virus de la monkeypox n'est pas dangereux, du moins dans la plupart des cas, n'est pas transmissible. Dans la plupart des cas, c'est un problème spécifique pour le moment pour une population spécifique. Et il n'y a pas raison de vacciner toute la population contre. Le vaccin même est une connerie, parce qu'on peut très bien gérer ce virus avec d'autres produits et médicaments, comme je l'ai dit. ok. Donc, on n'est pas condamné entre un vaccin qui est un produit vaccinal 2 qui va tuer et niquer votre immunité. Non, le choix n'est pas là. Le choix est d'avoir des gens à l'OMS qui ont un petit cerveau et pas de conflit d'intérêts. Ça, c'est un autre vrai choix. Et surtout, de prendre en charge les gens. Pour l'instant, ça reste plus médiatique qu'autre chose, hein, en tout cas en Europe. Donc, on va voir si, je dirais, l'effervescence médiatique continue. Est-ce qu'il va y avoir des cas? Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. En Oui, tout cas, mais il y a un autre truc que je voudrais ajouter, si je peux encore avoir une oui, minute. je t'en prie. C'est le fait que des gens sont sensibles à cette médiatisation. Je vois le chatter Internet où des gens sont prêts à vacciner leurs gosses pour un problème qui est au sein de la communauté gay de relations sexuelles de type anal. Do I make sense to you? Mmh. Le FDA est en train et le EMA est en train de certifier ces produits au moment où on parle pour les enfants entre 6 et 18 ans. OK? Il y a un Mmh. problème là. Je crois que la seule manière de convaincre des parents de ne pas tomber dans le piège, c'est de dire, mais regardez un peu, qui est victime de ce virus en supposant que les cas soient vrais? Et il y a un autre problème, c'est que quand je vois moi que 42% des gens sont HIV positifs, or l'HIV est un problème qui a été bien maîtrisé. Bon, c'était horrible dans les années 80, mais puis c'est devenu une maladie chronique où avec les thérapies, on arrive à faire en sorte qu'on ait des survies incroyables. C'est une maladie chronique, quoi. Et donc, le syndrome de sida a reculé, reculé, reculé. Donc, imaginons un HIV parfaitement équilibré qui est vacciné avec un vaccin ARN. Je dis depuis 3 ans que les vaccins ARN chez 3% des gens diminuent l'immunité innée. Ben voilà, on peut attraper n'importe quelle crasse, on peut réactiver HIV. Donc, je crois que moi, si j'étais santé publique en charge officiellement de grands projets à l'ONU, à l'OMS ou dans un grand pays, je dirais, mais d'abord, je veux savoir quelle est la relation entre ce flambé en Afrique et l'HIV positivité, parce qu'il se pourrait que ce soit autre chose, il se pourrait que l'HIV et le monkeypox soient la conséquence d'une vaccination. Mais ça, on n'a pas la preuve, mais on n'a pas la preuve non plus que ce n'est pas le cas. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Pour un problème des adultes dans une communauté, et je veux terminer par un message fort, il ne faut pas stigmatiser cette communauté non plus. Parce que ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de gays qui vont être attaqués ou qui vont être montrés du doigt. Ce n'est pas eux le problème, c'est l'instrumentalisation de leur cas par les politiques qui est un problème. Et j'ai eu des interactions sur X avec certains gays qui m'ont dit oui, j'en ai marre aussi. Donc, je crois qu'il y a des gens qui commencent à prendre conscience qu'on essaye de diviser les gens, on essaye de les montrer du doigt, parce que c'est tout bénéfice. Donc, je crois qu'on touche, en anglais, on dirait we're thin ice. Ça veut dire qu'on est sur une dialectique qui peut déraper à chaque instant pour de mauvaises raisons, sans danger. Et je ne comprends pas pourquoi mes collègues, parce que je ne suis pas le seul à être compétent sur Terre, loin de là, pourquoi ils se taisent? Pourquoi il y a un silence des milieux académiques? Ça, c'est après 4 ans, je ne comprends pas.